Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Top Sport. À mes côtés, tout d'abord Bertrand Crasson. Bonjour Bertrand. Bonjour. Et de l'autre côté, Florent Malice, rédacteur en chef de Wallfoot. Bonjour Florent. Bonjour. Et à tes côtés, un invité spécial aujourd'hui pour notre émission, Daniel Spreutels, avocat pénaliste spécialisé dans le droit du sport et administrateur de l'Union Saint-Gilloise. On reviendra sur l'actualité de l'Union. Mais avant ça, je vais vous demander à tous les trois votre homme du week-end en Pro League. Voilà, s'il y a un homme du week-end à retenir, Bertrand, pour toi, ce serait qui ? Je dirais en tant qu'Anderlechtois ou ancien Anderlechtois, je dirais Thorgan Hazard peut-être, pas pour sa performance, peut-être pas pour son but, mais pour le retour et l'aboutissement d'un travail acharné après une blessure grave. Donc voilà, c'est toujours bien de revoir, pour lui ça doit lui faire du bien aussi certainement, de revoir un joueur. Anderlecht a besoin de ce genre de joueur. Et voilà, ça faisait plaisir de le revoir, donc je dirais Thorgan, voilà. Florent, pour toi, ton homme du week-end ? Moi j'aurais eu aussi un Anderlechtois, également buteur, c'est César Huerta, qui a complètement réussi ses débuts avec Anderlecht, monté au jeu, dès le début des jolis gestes, un coup du foulard notamment qui a bien plu aux supporters. Et puis ce but qui est un peu anecdotique mais qui soulage tout le monde en fin de match et qui lui permet de bien fêter ça. Donc César Huerta, ça va être intéressant, je pense, de suivre son évolution avec Anderlecht. Ouais. Daniel, de ton Alors côté ? Moi, je ne vais pas être original parce que mon premier choix, c'était effectivement Thorgan Hazard, parce que c'est quand même toute une symbolique. C'est le fait de retrouver un joueur qui a quand même été, à son âge, dans une situation qui n'est pas évidente. Quand on a les ligaments croisés en fin de carrière, disons, on n'est pas certain de revenir. Je pense qu'il va apporter beaucoup en direct. Et mon deuxième choix, c'était effectivement Huerta, parce que ça plaît au public. On dit déjà qu'il a l'ADN du Sporting, et le Sporting a toujours une image assez flamboyante, et c'est peut-être un joueur qui peut à nouveau apporter beaucoup. Puis il a des très beaux cheveux en plus, faut quand même le préciser. Et Huerta qui a marqué justement, Bertrand, Anderlecht qui a fait quasiment la semaine parfaite avec cette victoire en coupe contre l'Antwerp et puis cette victoire en championnat contre Courtrai. Est-ce qu'on peut dire il était temps qu'Anderlecht connaisse une semaine un peu plus calme ? Oui, je dirais que c'était une semaine positive, mais besogneuse dans l'efficacité, dans le match. J'ai regardé le match contre Antwerp. Antwerp très faible aussi, il faut le reconnaître. Je crois que c'est une équipe qui repose sur Alderweireld et Janssens. Sans ça, j'ai vu un Antwerp d'un niveau quand même assez préoccupant. Mais oui, le job est fait, on va dire. Et c'est pas vers le bas qu'Anderlecht doit regarder, justement. Ni l'Antwerp, ni Courtrai, bien que la semaine soit vraiment une réussite au niveau des points, au niveau de la qualification, très bien. Mais c'est chose normale, évidemment. C'est dans la norme d'une équipe comme Anderlecht. Donc maintenant, ils doivent, à mon avis, regarder vers le haut. Qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir, en ce moment, ou plus tard, dans un avenir proche, rivaliser avec Bruges et Genk ? Je veux dire, c'est normal de gagner à Courtrai. C'est normal de gagner contre l'Antwerp à domicile, je trouve. Donc maintenant, on ne s'affole pas, on reste prudent. Il y a encore beaucoup de boulot. Les jeunes, les nouveaux doivent s'intégrer. Mais, je le répète, c'est vraiment mission accomplie, sans aucune autre remarque. Je dirais que voilà, c'était normal. Florent, on a parlé du but de Thorgan Hazard. Est-ce que, d'après toi, qualitativement, c'est le meilleur joueur d'Anderlecht ? Je pense. Intrinsèquement, je pense. Maintenant, moi, je serais un petit peu tempéré vis-à-vis de son match à Courtrai, qui était quand même assez mauvais, en fait. Dans le contenu, dans ce qu'il a proposé, c'était clairement pas du grand organe. Ce coup franc va peut-être lui faire beaucoup de bien pour la confiance, mais on sent quand même que physiquement, il est encore parfois à contre-temps. On sent qu'il y a peut-être encore quelques hésitations. Il faut aussi se rappeler qu'il débute sous David Hubert. Et en fait, il n'a pas encore travaillé avec David Hubert avant sa blessure. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu attendre pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Maintenant, intrinsèquement, oui, c'est un joueur qui peut amener énormément, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être retrouver ses capacités physiques et son meilleur niveau vraiment pour les playoffs. Donc ça, c'est déjà bien. Cette victoire d'Anderlecht, elle permet en fait d'éviter, comme Bertrand le dit, de regarder vers derrière et de se dire, bon, est-ce qu'on risque pas de sortir du top 6 là ? Parce que c'était ce qui commençait à faire peur un petit peu du côté d'Anderlecht. On parlait de top 3, on parlait de titre, et puis à un moment, 3 défaites d'affilée, et on se retrouvait
presque à devoir se dire attention, ça revient derrière pour le top 6. Le plus important, ce sera d'y être, et Torgan Hazard devrait être au top à ce moment-là, j'espère. C'est normal quand on revient d'une rupture des ligaments de ne pas être au top dès le début, mais c'était important qu'il soit titulaire aussi, parce qu'il n'allait pas retrouver sa forme sans au moins débuter une fois ou l'autre un match pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est... Daniel, on l'a dit, tu es administrateur de l'Union Saint-Gilloise. Quel regard on porte à l'Union sur l'actualité récente ou peut-être un peu moins récente du Sporting d'Anderlecht? Je crois qu'il n'y a jamais eu de grosse rivalité entre l'Union et Anderlecht, mais c'est un peu dû au fait que l'Union était en division 3 et puis en division 2, et il n'y avait pas une forme de condescendance du Sporting, mais enfin, on aimait dire oui, c'est un club sympathique. Quand on a gagné à 5 ou 6 reprises contre Anderlecht, le climat était devenu différent. Mais je crois que c'est une très bonne chose si Anderlecht revient dans le parcours au niveau qui devrait être le sien. Et je crois que cette année-ci, normalement, c'est encore trop court pour le titre par rapport à Genk et par rapport à Bruges. Mais je crois qu'Anderlecht va y arriver. Et dans les prochaines années, je les vois à nouveau champions. Ici, sur la dernière saison, l'Union a toujours terminé devant en Anderlecht. Est-ce que, pour toi, actuellement, l'Union est le premier club bruxellois ? Pour le moment, on est pratiquement à égalité. Et on ne peut pas comparer non plus parce que le premier club bruxellois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 points de plus qu'Anderlecht. Ça ne représente pas grand-chose. Et par contre, Anderlecht est encore le premier club bruxellois en fait d'infrastructure, en fait d'accueil du business. Et là, on est encore, disons, dans une phase où on attend avec impatience l'autorisation de construire le stade. Et une fois que le stade sera construit, à ce moment-là, on va devenir véritablement un candidat à la première place comme les autres équipes. Bertrand, pour revenir sur le match de dimanche, on a parlé de la première de Huerta, avec quelques gestes techniques, un coup du foulard pour sa première touche de balle, un but. Est-ce que toi aussi tu ressens cet ADN Anderlecht chez ce joueur, et c'est peut-être ça qui manquait récemment? Pas de conclusion hâtive quand même sur ce joueur. Il arrive du Mexique en plein hiver. Je crois il faut lui laisser le temps. Je crois qu'on dit quand même plus ou moins il faut 6 mois à un joueur pour s'adapter. Donc là, effectivement, face aux supporters juste à côté, il a peut-être enflammé un peu la toile et les supporters, etc., avec quelques numéros. Maintenant, le chemin est long encore pour lui parce qu'il doit s'adapter aux nouvelles méthodes d'entraînement, au nouveau championnat. Et il va tomber dans un championnat qui est difficile. Faut pas sous-estimer ce championnat belge. Il va tomber contre des équipes défensives, des contextes vraiment compliqués. Donc oui, c'est parce qu'on s'est laissé un peu éblouir par 2-3 pirouettes. Mais voilà, je crois que s'ils ont été le chercher, ça veut dire qu'il a des qualités. Mais maintenant, au niveau physique, au niveau engagement, en Belgique, il y a du répondant en face. Donc, c'est ça surtout. Et puis, je trouve qu'il y a de la concurrence aussi à ces places-là. Maintenant, Dreyer est parti. Donc, voilà, à lui maintenant de s'imposer. Pas facile. Il ne faut pas lui mettre trop de pression parce qu'on sait comment ça va, ni s'enflammer trop. Mais évidemment, content de voir qu'il y a un joueur de technique qui puisse apporter effectivement cette touche qui manque pas mal quand même aux supporters depuis des années, c'est vrai. Et c'est un joueur qu'on ne connaissait pas trop, tu l'as dit, il vient du Mexique. Daniel, quel regard un peu tu portes en plein mercato ici sur le marché des transferts entrants pour les clubs de Pro League? On sait qu'Anderlecht doit faire attention financièrement, on sait que le Standard doit faire attention financièrement, l'Union fait toujours attention financièrement. Il y a peut-être juste le club de Bruges qui peut peut-être un peu plus s'emballer. C'est quoi un peu ton regard? Il est certain qu'au niveau du potentiel financier, il n'y a pas match pour le moment entre Bruges et les autres équipes. Ils ont extrêmement bien travaillé parce que s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont eu une politique intelligente, notamment menée par Manhart qui maintenant se retrouve à la fédération. Je crois que c'est une bonne recrue. Et les autres, pour le moment, on n'entend pas grand-chose au niveau des entrants pour le mercato. Il y aura peut-être une surprise ou l'autre, mais on n'entend pas grand-chose pour le moment. Comment t'expliques la situation économique
très difficile de beaucoup de clubs en Belgique, en Pro League, encore une fois, peut-être excepté le club de Bruges. Disons que la Belgique est devenue un championnat sérieux parce qu'il est sous-estimé souvent quand on parle à l'étranger avec des dirigeants de grands pays. Ils ont tendance un peu à considérer que le championnat belge n'est pas d'un très haut niveau, mais chaque fois qu'il y a des étrangers qui arrivent ici, ils revoient tout à fait la position et ils sont chaque fois surpris de constater que c'est un championnat effectivement sérieux. Pour le reste, la situation financière, il est certain que on ne sera jamais dans une situation très favorable étant donné que les recettes sont limitées, la capacité des stades est limitée, les droits de télévision sont par rapport à l'étranger anecdotiques, donc on devra toujours travailler intelligemment avec une politique de jeunes bien menée parce que c'est sans doute ce qui fait que certains clubs parviennent toujours à s'en sortir, mais on ne peut pas se permettre de faire des folies. Florent, en Europa League, c'est le Viktoria Plzen pour Anderlecht cette semaine. Une équipe qui n'a perdu que 3 fois cette saison en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Est-ce que, malgré ce chiffre, et vu son statut, Anderlecht doit être favori et doit gagner ce genre de match ? Anderlecht sera favori, oui. Je pense. J'imagine que même les bookmakers seront d'accord avec moi. Maintenant, ils avaient fait un bon match du côté de Prague, qui est dans le même championnat, on va dire à un niveau comparable. Maintenant, est-ce qu'une victoire est obligatoire ? Je pense pas. En fait, Anderlecht s'est un petit peu mis dans une situation où ils ont des jokers, en fait. Alors malheureusement, ils en ont grillé un demi en allant faire le match nul au RFS Riga. Mais comme ils sont actuellement dans le top 3, dans le top de cette Europa League, même un match nul à l'extérieur à l'heure actuelle n'est plus dramatique, mais ça ne doit pas être l'objectif pour Anderlecht. Parce qu'une victoire maintenant les assure de ce top 8 qui est quand même très très important. Alors oui, ils reçoivent encore Hoffenheim derrière qui vit une saison très très compliquée, donc Hoffenheim à domicile, là aussi il y a possibilité de faire quelque chose, mais je pense qu'Anderlecht doit aller là-bas en profitant justement des 2 bons résultats qui viennent d'arriver pour enchaîner à nouveau en fait. Bertrand, si on t'avait dit cet été que Anderlecht allait se retrouver maintenant dans le top 3 de l'Europa League, tu aurais cru ? Non, j'aurais pas cru, mais c'est ça qui fait évidemment le charme de cette compétition aussi, et il faut reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette Coupe d'Europe avec Anderlecht. Donc des victoires, ça a commencé avec cette victoire contre la Sociedad, qui a donné à mon avis à tout le monde, qui a réveillé un peu tout le monde en disant voilà, on est capable de le faire. Et comme le disait Daniel aussi, le niveau du championnat belge montrait que le niveau du championnat belge est tout de même pas si mauvais que ça, parce qu'on a des équipes hongroises, tchèques, etc. Et on voit qu'on est quand même supérieur malgré tout. Donc ça fait du bien. Bon, on ne sera jamais une équipe espagnole, on ne gagnera pas l'Europa League à mon avis, mais en tout cas, on commence à parler du Sporting en bien. C'est le but. Et le but en particulier de ce match-là, c'est ramener, c'est ne pas perdre, et c'est donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin. Ouais. On passe chez le voisin bruxellois et on va parler de l'Union Saint-Gilloise qui n'a pas brillé contre Louvain mais qui a pris les 3 points. Daniel, je pense que tu étais au stade ce dimanche. Est-ce que tu es d'accord que c'est le genre de match que l'Union n'aurait peut-être pas gagné il y a quelques semaines, quelques mois ? C'est certain, parce qu'en début de saison, on ne parvenait pas à mettre un but. On avait déjà cette bonne défense, mais on ne marquait pas. Alors, on s'est retrouvé très souvent dans des situations où on déplorait qu'on n'ait pas gagné le match, tout simplement parce qu'on ne parvenait pas à convertir des occasions qui existaient. Maintenant, disons que ça va beaucoup mieux. Et ce n'est pas normal qu'au départ, on n'ait pas pu concrétiser, parce que quand on transfère des nouveaux joueurs, quand on a notamment une nouvelle attaque, il faut que que ça commence à combiner valablement, et tant que ce n'est pas le cas, tant qu'il n'y a pas d'automatisme, on ne parvient pas à s'imposer. Et maintenant, dans des registres tout à fait différents, David et Ivanovic représentent tous les deux du danger. Ivanovic beaucoup plus technique,
mais l'autre est critiqué, mais il fait quand même très mal aux défenses. On l'a encore vu dimanche, c'est lui qui va chercher le penalty et c'est lui qui le convertit dans la foulée. Il a un style un peu inorthodoxe, mais j'ai déjà constaté qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont en difficulté quand ils doivent le tenir et ils jouent très bien dos au but. Quelques chiffres pour parler de la bonne forme de l'Union qui est sur une série de 10 matchs sans défaite en championnat. C'est la meilleure défense du pays, 19 buts encaissés en 22 matchs et 10 clean sheets pour Anthony Maurice. Tout ça leur permet d'être troisième. Une question pour toi, Florent, est-ce qu'actuellement, derrière Bruges et Genk, l'Union est clairement la troisième meilleure équipe de Belgique ? Dans le jeu, déjà, on le dit depuis longtemps, hein, ça a toujours été très bon, ça a toujours été une des meilleures équipes de Belgique et maintenant que les résultats sont là, je pense que... Oui, on peut le dire, parce que j'ai vu jouer la Gantoise encore ce vendredi contre Charleroi, c'était assez catastrophique. L'Antwerp, on le dit, c'est pas fameux dans le jeu. Anderlecht, c'est beaucoup trop irrégulier. Donc oui, je pense clairement qu'on peut dire que c'est la troisième meilleure équipe de Belgique, oui. Bertrand, d'un point de vue anderlechtois, est-ce que l'Union fait peur ? Ou peut-être que l'Union fait un peu moins peur que les saisons dernières ? C'est quoi ton avis ? Non, ils sont toujours redoutables. Je pense qu'ils ont la chance de travailler dans une certaine continuité. Si ce n'est pour les attaquants, en tout cas, le reste est resté le même. Le reste de le gardien, la défense et les milieux de terrain. Donc c'est ce qui leur donne cette stabilité, même dans les moments difficiles. Et puis une bonne découverte avec Ivanovic, qui après ces fameux 6 mois dont je parlais, où il faut s'adapter, etc., explose. Le reste de l'équipe, ce sont des habitués aussi, habitués à jouer ensemble, habitués du championnat, donc ils se connaissent et ils sont performants. Donc ça, c'est plus, à mon avis, ce qui fait vraiment la force et le ciment de cette équipe, c'est vraiment le gardien, la défense et l'ossature de l'équipe. Les attaquants, ils ont toujours eu le nez pour en trouver des bons. Il faudrait leur demander où ils vont les chercher, parce que c'est vraiment des bonnes pioches. Mais en tout cas, oui, ils travaillent bien, intelligemment. Cette équipe a été construite patiemment et les résultats n'en sont que normaux, je dirais, par rapport à cette équipe qui joue vraiment dans une philosophie qui est vraiment plaisante, quoi. Donc, faire peur au point de dire, voilà, c'est un rouleau compresseur qui va écraser tout le monde, non. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est extrêmement compliquée à contrer. On parlait de bien travailler pour compenser des moyens financiers un peu plus faibles. C'est exactement ce que l'Union fait depuis plusieurs Quand on n'a pas d'argent, il faut des idées, quoi. Mais c'est ça, et là, visiblement, il y a des idées. Chaque joueur qui est transféré est revendu pour 4, 5 fois son prix, je sais pas. Ça fait penser à ce qui vient de se passer avec Rouzanov qui quitte le Racing Lens pour 50 millions d'euros. Il a été acheté 100 000 euros dans un club biélorusse dont personne ici ne connaissait l'existence. C'est même pas le Dynamo Minsk ou le Bate Borisov. Ça, c'est vraiment l'exemple de ce que les clubs belges doivent pouvoir faire plutôt que mettre 8 millions d'euros sur un défenseur comme Sané à Anderlecht à l'époque. Non, c'est vraiment avoir l'œil pour aller chercher la pépite qu'on va ensuite vendre 10 fois, 50 fois son prix. Daniel, justement, on a beaucoup parlé des datas à l'Union. Si tu devais résumer en 30 secondes à une personne qui découvre la réussite de l'Union, pourquoi est-ce que l'Union roule aussi bien ces dernières années ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais qu'il y a une connaissance et une maîtrise des datas qui est absolument remarquable. Et il faut aussi se dire que ce n'est pas parce qu'on maîtrise les datas qu'éventuellement les résultats vont être probants, parce que quand ils ont relevé 4 ou 5 postes pour un transfert, après il y a tout un travail qui se fait, notamment au niveau psychologique, pour voir si c'est quelqu'un qui vient avec la volonté de s'intégrer dans l'esprit de l'Union. Si c'est un joueur qui dit clairement qu'il vient une saison à l'Union parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de se retrouver ailleurs après, on ne va pas le prendre. On fait très attention à cela et ça, c'est fondamental. Et on essaye de faire en sorte que le joueur se sente chez lui. Il y a tout un accompagnement au sein du club qui fait qu'il y a très peu de déchets et ça, c'est assez rare. Donc il y a un screening psychologique en plus du screening footballistique. Totalement. Et c'est à tel point que les joueurs qui font leur première interview disent souvent aux journalistes, quand on a ces réunions avec Chris O'Loughlin, qui est le directeur sportif, ou même Philippe Bormans, ils se disent, ok, ils savent plus de choses sur moi que moi je ne le sais moi-même. Voilà. Et alors ce qui est formidable, c'est que en réalité, les dirigeants anglais, lorsqu'ils sont arrivés en Belgique, ont une qualité gigantesque, c'est qu'ils ont essayé d'intégrer l'esprit de l'Union Saint-Gilloise, parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est avant tout
son esprit, sa jouance, les supporters, un public à nul autre pareil, et c'est très respecté par les Anglais qui ont compris cela. Et quand on voit que le président va parfois assister au match dans le bloc Est, célèbre pour l'ambiance, et qu'il y va avec le maillot de l'équipe, ça dit quelque chose. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui arrive ici pour se mettre au-dessus de la mêlée. Non, il veut s'intégrer, et ça c'est formidable, ce que les Anglais ont réussi à faire à ce niveau-là. Bertrand, l'Union joue contre Braga en Europa League. Il leur reste 2 matchs, Braga et puis un déplacement à Glasgow pour jouer contre les Rangers de Philippe Clément. Est-ce que tu crois en une qualification directe, peut-être pas, mais via un barrage, c'est possible, malgré les 2 grands noms qui arrivent? Grands noms, je dirais pas. Ce sont des équipes qui sont tout à fait accessibles, en tout cas Braga. Voilà, je crois que même les Rangers sont perdus quand même aussi de leur superbe un peu, même en Coupe d'Europe et même en championnat. Donc moi je suis tout à fait positif pour la qualification de l'Union. Je trouve que ces équipes n'ont absolument rien d'un épouvantail pour l'Union. Ils ont prouvé dans le passé, même cette saison, qu'ils sont capables de battre, je ne vais pas dire n'importe qui, mais en tout cas des équipes du même acabit. Donc oui, en plus 3e du classement, voilà. Et le match, tu le disais aussi, de dimanche, c'est l'illustration d'un match, voilà, qu'il faut... Voilà, le job est fait, on a fait le job, on a gagné. C'était pas sexy, mais en tout cas, on a gagné. C'est ce qu'il faut, en fait, avant un match de Coupe d'Europe. C'est que tous les éléments soient rassemblés pour Cognoli, pour dire, voilà, il peut choisir, il peut bien préparer son match, tout le monde est disponible, et en avant. Mais Braga et les Rangers, franchement, ils n'ont pas de quoi avoir peur. En tout cas. Ce match, Daniel... Et on les a déjà rencontrés, Braga. On a joué 2 fois contre eux et ça s'était très bien déroulé. Ça ne veut rien dire. Mais enfin, on ne va pas commencer avec un complexe par rapport à Braga, alors qu'on les avait éliminés à l'époque. Les Rangers, par contre, ça s'était moins bien passé. Oui, effectivement. Mais c'était aussi les débuts de l'Union Saint-Gilloise en Coupe d'Europe. C'était le premier match, je crois d'ailleurs, en Coupe d'Europe, et je me souviens encore de la venue des dirigeants du Rangers qui représentent véritablement l'aristocratie du football. Quand on va là-bas, on est reçu d'une façon extraordinaire. Toute l'équipe dirigeante est habillée avec un classicisme étonnant, et c'est vraiment un grand club. Ce match européen aura lieu au Stade Roi-Baudouin, pas au Stade Marien. On sait que le Stade Marien ne peut pas accueillir les matchs européens de l'Union. Justement, Daniel, où en est le projet du stade? On sait que les élections pouvaient avoir une influence. Voilà, où est-ce qu'on en est ici maintenant en janvier? Mais disons qu'on recommence le travail avec toutefois un problème, c'est qu'il n'y a pas encore de gouvernement bruxellois. Or, ce n'est pas uniquement un problème relatif à la commune. Des échos que j'ai, il paraît que les contacts avec la nouvelle équipe dirigeante de la commune sont satisfaisants, et maintenant on continue en espérant qu'on va y arriver, parce que c'est quand même une situation exceptionnelle. Voilà un club qui veut construire un stade, qui ne demande aucun subside, et malgré tout, on ne parvient pas à le faire, tout simplement parce que... Mais ça, c'est le problème de la Belgique. Quand on voit un club comme Bruges, qui est pourtant un club qui a un background de grande qualité, avec des dirigeants de qualité, et ils ne parviennent pas à faire sortir ce stade du sol parce qu'il y a 15-20 riverains qui ne sont pas d'accord, et ça permet de tout bloquer. C'est vraiment, en Belgique, une situation qui est assez désastreuse à ce niveau-là, un manque d'ambition. Ouais, de l'Union, on va passer chez les Diables Rouges, avec le limogeage de Domenico Tedesco vendredi dernier. Avant de parler de son successeur, j'aimerais bien que vous me qualifiez en un mot le passage de Tedesco chez les Diables Rouges. Bertrand, on va commencer avec toi. Échec. Oui, je crois que c'est un échec... Dans les résultats, en tout cas dans les compétitions officielles. C'est vrai que les matchs amicaux, etc., pouvaient être satisfaisants au début, en tout cas. Que ce soit la Coupe du Monde et l'Euro, enfin, on était quand même enfin, pas la Coupe du Monde, l'Euro était un fiasco. Donc, petit à petit, je crois que oui, effectivement, le manque d'expérience, peut-être, son manque de communication, etc.,
voilà, le background de ce très jeune entraîneur fait que peut-être les épaules étaient un peu minces ou fragiles pour supporter tout le poids de la pression en Belgique, en plus avec les deux communautés, la presse et tout. Enfin, je crois que c'était un peu trop lourd à porter. Et voilà, mais voilà, on a appris quelque chose, mais voilà, on n'a pas le temps maintenant de commencer à faire des expérimentations. Il aurait fallu peut-être faire ça plus tôt. Daniel, en un mot, le passage de Tedesco à la tête des Diables? Décevant. Encore que, comme Bertrand l'a dit, encore que pendant la première période, sur 10 matchs, il a perdu, je crois, une fois, il a été gagné en Allemagne. Ouais. Il y a eu des résultats au départ qui étaient très satisfaisants, mais lorsqu'il s'est retrouvé en compétition officielle, là, on a compris qu'il manquait sans doute d'expérience, de maturité. Sa communication n'était pas bonne et alors il y a eu beaucoup de choix qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Aligner des joueurs qui ne sont même pas titulaires dans leur club uniquement parce qu'ils ont 18 ans et qu'ils ont été alignés 2 fois dans tel ou tel grand club. Il faut quand même voir plus loin avec, disons, la possibilité de faire en sorte que chaque mois on progresse au niveau de la cohésion du groupe et ce n'était pas le cas. Échec, décevant, et pour toi? Triste. Moi je dirais triste parce que voilà, au-delà de, au début on a tous un peu espéré, on y a cru. Je trouve que les débuts étaient très encourageants. Et là l'année 2024 elle était juste triste à tous les égards, que ce soit Tedesco sur le plan humain à la fin, qui était la façon dont il a été limogé, c'est triste, quoi. Je veux dire, ça, on a attendu des semaines et des semaines de manière illogique. Et puis ce qu'il laisse maintenant, c'est-à-dire Courtois qui n'est plus en sélection, le public qui s'est fâché avec les joueurs qui ont vraiment perdu en termes d'image vis-à-vis du public, la fédération qui a perdu en crédibilité. Non, tout ça pour moi c'est triste, vraiment. Bertrand, un nom est cité comme favori pour reprendre le poste, c'est celui de Lopetegui. Je pense que tu l'as croisé durant ta carrière d'entraîneur. Oui, c'était il y a quelques années quand j'entraînais Dudelange. On était dans le groupe avec Séville. Ouais. Donc oui, on a fait un très bon match là-bas à Séville et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Enfin, on s'est salué, on a un peu discuté du match et d'après-match, après la conférence de presse, etc. Grand monsieur, parle très bien français d'ailleurs. Ça c'est très intéressant. Ouais, il parle très bien français d'ailleurs. J'étais le premier étonné. Et grand monsieur, grande classe, je dirais, imposant, impressionnant. Oui, il a quand même un CV impressionnant. Il a, à l'époque je me rappelle en tout cas du système de Séville à l'époque, c'était le 4-3-3. Donc sa manière de jouer, on l'avait un peu analysé. C'est vrai que c'était beaucoup d'activités sur les flancs, beaucoup de débordements et des infiltrations. Donc un 4-3-3 avec un 6-2-10 on va dire, ou un 6, un 8 et un 10 qui s'infiltraient beaucoup. C'est comme ça qu'ils ont marqué d'ailleurs contre nous. Et beaucoup d'activités sur les flancs. Donc football très offensif. À l'époque dans son équipe il y avait quand même Koundé, Vasquez, De Jong aussi qui était là. Donc ils avaient une grosse équipe et je ne suis pas sûr s'ils ont gagné l'Europa League ou pas, mais en tout cas, on avait étudié son système de jeu, et puis voilà. Je crois que c'est effectivement quelqu'un qui a le profil pour les Diables, sans aucun doute. De tous les candidats que j'ai pu voir ou lire, je crois que c'est le profil qui correspond le mieux à... Et je vous dis, il parle très bien français, pas que à mon avis. Et il a quand même le Real Madrid derrière lui, l'équipe nationale d'Espagne, Séville. Enfin, je veux dire, il a quand même un CV qui est autrement plus chargé, plus fourni que certains des candidats que j'ai entendus. Florent, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour dire qu'il faudrait enfin mettre un entraîneur belge à la tête de l'équipe nationale de Belgique. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je suis tout à fait d'accord, parmi les non cités, Lopetegui est celui qui a le plus beau CV, qui propose probablement le meilleur football. Alors si en plus tu me dis qu'il parle français, peut-être qu'il pourrait s'adresser aussi en français à la presse. J'ai pas rêvé, même si c'est l'une des deux langues nationales et que ça pourrait en froisser de l'autre côté de la frontière linguistique, mais je pense qu'à un moment il faudra passer au-dessus de ça, parce que Tedesco parlait bien français et il n'a jamais osé parler, alors que ça aurait pu le rapprocher du public, il n'a jamais osé le faire. Enfin bref, passons. Mais oui, moi j'aimerais quand même, et le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le temps d'expérimenter maintenant, parce qu'on a un match dans 2 mois qui est très important, la double confrontation contre l'Ukraine. Mais j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps, que les premiers matchs soient en juin et qu'on puisse par exemple
discuter avec Philippe Clément en vue de la fin de saison avec les Rangers, discuter avec un coach belge en place, sans faire comme à l'époque en allant shipper un coach à Bruges en milieu de saison, c'est pas ça, mais discuter en vue de la fin de saison. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Alors, est-ce qu'on aurait... Parce qu'il faut aussi qu'un Lopetegui, si fort soit-il, ait le temps d'arriver et d'imposer sa patte. Est-ce qu'il a le temps en 2 mois d'arriver, de faire quelque chose? Est-ce qu'il va passer un coup de fil à Courtois pour le rappeler en urgence? Est-ce qu'il va avoir le temps d'aller voir un match de tous ses joueurs avant? Comment il va faire en 2 mois comme ça pour un match aussi important? Est-ce qu'on aurait dû mettre un intérimaire et puis pouvoir travailler un peu plus sur le long terme? Mais bon, je tiens quand même à souligner qu'il y a un seul pays européen qui a eu des résultats avec un entraîneur étranger, je pense même dans l'histoire, c'est la Grèce, qui est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est la Grèce avec Otto Rehhagel qui a été championne d'Europe, et tout le monde s'accorde à dire que c'était un miracle. Voilà, ils peuvent réessayer 100 fois, ils n'y arriveront plus. Mais tous les pays d'Europe prennent des entraîneurs nationaux. Pourquoi? Parce que c'est pas juste le CV et le football, c'est aussi une connexion avec le public, une connexion avec une culture. Pour l'instant, on a moins besoin d'un entraîneur que d'un réunificateur, on va dire. Ça. Voilà, il faut quelqu'un qui fasse l'unanimité chez les joueurs d'abord, chez le public et chez les journalistes, avant de parler tactique, etc. Il faut quelqu'un quand même qui puisse faire revenir les cadres, faire revenir du calme un peu et les choses dans la normalité et le niveau de notre équipe nationale ces dernières années. C'est pas normal ce qui s'est passé, effectivement, comme Dany disait, qu'on prenne des jeunes qui ont joué 10 minutes. Déjà, on rend pas service ni aux gamins, ni au football belge, ni à personne en faisant ça. C'est une espèce de rotation infernale qui ne sert à rien, qui nous a desservi. Donc il faut quelqu'un qui ramène de l'ordre, du calme et du respect aussi. Je crois que aussi pas mal de joueurs aussi cadres de l'équipe nationale n'avaient pas trop de respect pour lui, parce qu'il n'avait pas le bagage ou le CV, etc. Je crois quelqu'un qui arrive avec un nom, une aura, un charisme. Mais là, c'est compliqué d'avoir un Belge à ce moment-là, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Mais je pense aussi que... est-ce que vous imaginez un pays comme l'Allemagne prendre un entraîneur qui ne soit pas allemand, ou la France? Est-ce que personne ne pense que le successeur de Deschamps ne soit pas français, ou un Espagnol en Espagne? Italie, c'est toujours un Italien. Et c'est parce que c'est aussi des pays qui ont confiance en leurs propres entraîneurs, en leur centre de formation d'entraîneurs, en leur football. Ils ont été champions du monde, ces pays-là. Mais la Croatie, la Croatie et la Zlatko Dalic depuis 2017. On n'est pas encore au niveau de ces pays-là, qu'on arrête un petit peu. C'est pas parce qu'on a été premier au ranking FIFA qu'on a le droit de prétendre à des étoiles sur le maillot. Pas du tout. Donc pourquoi, si on prend un entraîneur étranger, pourquoi pas? On a besoin de gagner des titres et des trophées avant de pouvoir dire voilà, notre football est suffisamment fort pour qu'on prenne un entraîneur de la même nationalité. Ou alors il faut quelqu'un qui soit... Ou alors vous le dites carrément, il faut quelqu'un qui parle français, flamand parfaitement, qui soit... Voilà, alors vous le dites carrément, vous mettez un cahier de charge et vous dites voilà, c'est ça qu'il faut. On n'est pas encore à ce stade des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Voilà, eux, ils ont déjà gagné des choses. Nous, on n'a rien gagné. Oui, Dany, justement, on va finir l'émission avec toi. À quoi doit ressembler le futur sélectionneur des Diables Rouges? Je crois, comme disait Bertrand, ça doit être quelqu'un qui, avant toute chose, doit parvenir à ressouder ce groupe. Il faut faire en sorte que ce soit à nouveau un groupe où chacun est ravi de se retrouver. On a connu des périodes où, en réalité, les joueurs qui évoluaient à l'étranger étaient ravis de revenir en Belgique pour évoluer dans l'équipe nationale. Et à ce propos, il y en a peut-être un qui pourrait faire l'affaire pour recréer ce groupe, c'est Thierry Henry, parce que chacun l'apprécie, mais d'un autre côté, si on veut se faire l'avocat du diable, il a déçu partout en club. Donc, si ça ne marche pas, vous allez immédiatement avoir des journalistes qui vont dire on ne comprend pas comment on a pris ce Thierry Henry, il n'a jamais rien prouvé nulle part. Il y en a même qui disent maintenant que c'était une contre-performance de ne pas avoir gagné aux Jeux Olympiques parce qu'il n'a atteint que la finale, alors qu'il n'avait pas les meilleurs jeunes à sa disposition. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait convenir à ce niveau-là, mais c'est vrai que je trouve, dès l'instant où il n'a pas réussi dans les clubs qu'il a eus à sa disposition, c'est pas nécessairement mon premier choix.
Et on se retrouvera lundi prochain, peut-être en connaissant l'identité du nouveau sélectionneur. Merci beaucoup, Daniel Spreutels, d'être venu dans nos studios. Et on se retrouve tous avec plaisir lundi prochain. Merci beaucoup, au revoir. Merci.